les vendredis, la grande table laisse place à la parole critique. Toutes les semaines, nous parlons de l'actualité culturelle avec des professionnels de la profession. 4 ou 5 objets de culture de part et d'autre du journal. On évoque des livres, des disques, des films, des bandes dessinées, des expos avec enthousiasme et dans la belle contradiction. La critique. Lucille Como. Aujourd'hui, sous les feux de la critique, des salles ouvertes, des salles ouvertes, des salles ouvertes, des salles ouvertes. Après le journal à 12h55, nous parlerons d'exposition avec Sally Bonne et Corinne Rondeau. Elles font l'abstraction, très vaste expo ouverte au Centre Pompidou à Paris. Et puis cette fameuse bourse du commerce qui ouvre avec des œuvres de la collection Pinault dedans. Mais pour l'heure, je suis en studio avec Charlotte Garçon, rédactrice en chef adjointe des Cahiers du cinéma, et en ligne avec un Jérôme Momcilovic qui s'autoconfine mais qui est néanmoins toujours critique de cinéma, pour une demi-heure consacrée au cinéma, le vrai, le beau, le cinéma sur grand écran. Au programme ADN de Maïwenn et tout de suite de Quentin Dupieux, Mandibule. Ouais, bah... T'as entendu ça? C'est strange, non? Ouah, c'est une mouche? Mais non. Ah si, putain, c'est une mouche. Pourquoi on se sert pas de la mouche là pour se faire de l'oseille? Bah on l'adresse comme un singe. On peut l'envoyer, tu vois, dans une banque pour nous ramener le pognon de la banque. Et nous, on fait rien. On l'apprivoise. Frédéric Breton, et c'est fou de se voir. Hein? Mais c'est quoi ce plan là? D'où tu connais ces gonzesses, toi? Je connais pas, je sais pas qui c'est. Il y en a une qui me prend pour un autre mec, c'est tout, hein. Oh, le truc, ok ou quoi? Je les ai invités pour combien de temps, les deux crados, là? Ce soir, j'ai préparé des paupiètes de dinde. Elle a eu un choc au cerveau après un accident de ski. Depuis, elle parle comme ça, quoi. Bon appétit à tous. Mais c'est fou dans cette chambre enfermée comme ça. Bah, je sais pas, rien. Hey, tu regardes pas mes poitrines? Dans tes rêves, hein. Y'a un truc qui craque, les deux gars, là. Ça craque à mort. C'est quand même fou, cette histoire, non? C'est le monde qui est détraqué, quoi. Les gens pètent les plombs. Ouais, ça craint à mort, là. C'était quoi ce gros machin? Une mouche. Une mouche? Ouais. Les mandibules, ce sont celles poilues et noires d'une mouche gigantesque qu'un duo d'idiots sublimes trouve dans le coffre d'une voiture volée et qu'ils décident de domestiquer pour en tirer profit. Nous sommes dans le sud de la France, un sud estival où nos compères vont rencontrer d'abord un vieux dans une caravane, puis des jeunes bourgeois en goguette dans une luxueuse résidence secondaire, enfin un certain Michel Michel. Les deux en question, ce sont David Marsay et Grégoire Ludig, duo comique et télévisé du Palmachot. Quentin Dupieux, lui, a maintenant une longue filmographie derrière lui. On lui doit des objets étranges, un comique potage, souvent absurde, qui clive les spectateurs souvent entre ceux qui trouvent ça débile et ennuyeux et d'autres tordants et brillants. Citons Le Dain, dernièrement, avec Jean Dujardin, ou Rubber, un des premiers, dans lequel un pneu psychopathe faisait des ravages dans le désert californien. Charlotte Garçon, quid de Mandibule? Eh bien, je me situerais peut-être au milieu du guet, mais c'est bien parce que c'est rare. Oui, ce qui me plaît, c'est finalement, c'est un film au récit extrêmement rectiligne, parce que d'ailleurs, on est sur une route, donc a priori plat, mais en réalité, il me semble qu'il y a une sorte de voyage, je dirais de l'idiotie à la bêtise, si je peux me permettre, et que c'est un voyage qui m'a réjoui dans ce sens-là. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce que je veux dire de l'idiotie à la bêtise? C'est une nuance qui n'est pas forcément évidente ni fructueuse d'ailleurs. Mais idiotie, ce serait, on part de ce doublon, puisque ce sont deux types. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si leur commanditaire s'appelle Michel Michel. Il y a quelque chose de rabattu sur le même dans ce Dumb and Dumber français. Dumb and Dumber, c'était le film des frères Farelly. Voilà, les deux idiots, bon. Mais j'allais dire ça, moi ça ne me fait pas rire au sens physique du rire. C'est-à-dire qu'on est tout de suite dans une forme d'absurde très abstrait, très non-sensique, et qui est qui peut faire rire. Moi c'est pas tellement mon cas, mais qui s'appuie donc sur déjà la matérialité de cette mouche, le fait qu'il y a un jeu sur une échelle, c'est-à-dire que c'est une mouche mais elle est énorme. Et donc ça, le lien avec l'idiotie, c'est que il y a une forme d'animalité. On va vers l'animal. L'animal s'impose comme étant
l'autre au sens avec un grand A, mais qu'on est toujours en passe de devenir. Et clairement, ces deux types qui, quand ils parlent, sont tellement proches, se connaissent tellement qu'ils annonnent des espèces de monosyllabes et ils se comprennent tout de suite. D'ailleurs, ils ont une sorte de gimmick qui est totalement animal, puisqu'il s'agit de dire taureau en permanence. Enfin, c'est une sorte de check, voilà, de signe de reconnaissance. On est de ce côté-là de l'animalité, et j'allais dire, ça pourrait être ce que certains trouvent génial, et moi, c'est plutôt un point de départ. Et en fait, le film m'intéresse véritablement quand ça parle, et je dirais même quand ça crie. C'est-à-dire quand arrive le personnage joué par Adèle Exarchopoulos, qui a un problème de cerveau suite à une chute, et qui hurle au lieu de parler. On l'a entendu dans la bande-annonce. Et là, en fait, on entre dans le domaine de la bêtise, dans le sens où la bêtise, ce serait le stéréotype qui empoisse le langage, mais qui est donc dans le domaine du langage malgré tout. Et là, je trouve ça, disons, plus intéressant parce que l'idiotie apparaît presque comme une facilité. Être du côté des choses, du monde, de la mouche et de l'animal, finalement, pour Dupieux, ça devient une facilité puisqu'il a déjà fait ça avec un objet fétiche qui était le blouson en daim, qui est devenu un daim, un vrai daim à la fin du daim, ou bien le pneu. Donc, j'ai plutôt aimé qu'il s'aventure vers d'abord le féminin, parce que le personnage joué par Exarchopoulos, l'air de rien, et aussi celui joué par India Air, voilà, ce sont aussi ça, physiquement. Ce qui est assez rare, en effet, dans sa filmographie. Oui, il y en a peu, des personnages. Ça fait du bien. Et d'autre part, qui s'aventure vers le risque du langage. Même si on crie, et que quand on crie, on entend plus le cri que ce qui est dit. Mais... Jérôme Momcilovic. Moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Charlotte. Et par ailleurs, moi, j'aime vraiment beaucoup le film. Et je trouve qu'il s'y joue une sorte de virage minuscule dans l'œuvre de Dupieux et qui est assez salutaire. Moi, j'ai été assez déçu par les deux films précédents de Dupieux, c'est-à-dire les films de son retour en France, où je pense qu'il lui arrive un truc, c'est que quelqu'un qui fait un cinéma aussi singulier, le risque qu'il court, c'est à un moment de générer des attentes et d'être trop conscient de ces attentes. Et je trouve qu'il y avait une espèce d'esprit de sérieux un peu lourdingue, une sorte d'application, un truc qui me plaisait pas beaucoup, par exemple, dans Le Daim. Et là, en fait, c'est un film extrêmement simple, très récréatif, d'ailleurs beaucoup moins tourmenté, beaucoup moins anxieux que ses films précédents, parce qu'en général, c'était quand même assez glauque, finalement, les films de Dupieux. Et du coup, je trouve qu'on retrouve quelque chose de ses premiers films, c'est-à-dire cette impression que l'idiotie ou effectivement la bêtise sont une sorte de convention qui permet au film d'être ouvert à tous les horizons, c'est-à-dire de permettre absolument tout sans que rien fasse vraiment événement. Il y a quelque chose qui va de soi dans le film, et ça, je trouve ça assez beau. D'ailleurs, la mouche, c'est extraordinaire parce qu'on s'attend à ce qu'elle ait un rôle déterminant dans le film, et à vrai dire, elle fait pas grand-chose de plus qu'être là. Sauf que lui donner cette présence, lui donner cette existence, c'est quand même un tour de force, mine de rien. Mais j'aime bien l'idée que c'est un tour de force, mais qui n'est pas du tout démonstratif, justement. Simplement, il en fait un personnage. Et ça, je trouve ça assez beau. Je trouve que c'est un film qui est vraiment très, très plaisant, quoi. Oui, moi j'ai l'impression, alors je ne sais pas si je le dirais exactement comme vous, Charlotte, mais que le film est vraiment construit en deux parties, c'est-à-dire que l'irruption de ce personnage joué par Adèle Exarchopoulos, c'est aussi les personnages qui sont autour d'elle, qui constituent cette espèce de communauté de jeunes qui sont en vacances dans une maison bourgeoise. Elle change quelque chose au type de comique, puisque c'est le quiproquo, parce qu'en fait elle confond, un des personnages féminins confond un des idiots avec un type qui était avec elle au lycée, et donc sur la base du quiproquo se joue une forme de comique théâtrale beaucoup plus classique, et je suis aussi beaucoup plus rentrée dedans, je pense, par la force du langage et le fait que vraiment ça se joue à cet endroit-là. Mais la première partie, j'y trouve des longueurs, je trouve ce côté en effet Dupieux absurde, les routes, les caravanes, les personnages complètement fracassés, commence peut-être à me lasser un peu, Charlotte Garçon. Oui, et d'ailleurs, le film Au Poste était aussi une réflexion sur le théâtre. C'était un peu son carrosse d'or, toute proportion gardée. Je suis d'accord. Je pense que ce qui relie quand même ces deux parties, c'est malgré tout ce qui motive les personnages, qui lance les personnages sur la route. Et d'ailleurs, à un moment, au début, ils fouillent le frigo d'une caravane pour voir s'il y a à manger, des boîtes de conserve, etc. Et on oublie un peu ça au cours du film. Mais en fait, c'est des clodos. Enfin, ils ont faim tout le temps. Ils ont faim. Et donc, c'est pas rien si le dernier plan du film, et je ne dirais rien d'autre, c'est un régime de bananes, parce que moi, ça m'a fait penser au temps moderne. Et au début des temps modernes de Chaplin, Paulette Goddard, vous vous souvenez, le couteau entre les dents, vole un régime de bananes. C'est une gamine des rues qui vole un régime de bananes sur un bateau. Et voilà, pour moi, ces bananes-là, elles viennent de là, dans le sens où il y a quand même cet arrière-plan social qui est qui est assez surprenant dans un film délibérément
abstrait justement, qui ne, c'est pas du tout un film sociétal. Non, mais la c'est question au de la contraire. classe, elle est au cœur du comique, de contraste entre les deux idiots et ces jeunes bourgeois qui mangent bien, qui sont autour de la plage, enfin autour de Oui, la parce piscine. que la seule Tout ça, fille qui ouais. peut voir, Mm. la seule fille qui peut voir dans ce milieu comme ça bourgeois, qui ne pense qu'à ses conventions et qu'à son luxe, qui donc ne voit rien, ne voit pas la mouche, bien sûr, voilà. Celle qui peut voir, c'est celle qui a disjoncte. qui a disjoncté, oui, effectivement. Et encore, elle voit de manière tordue, mais il y a le partage d'un secret dans le couple des deux garçons et cette fille. Et oui, ça, c'est assez beau, je trouve, comme espèce de ligne de fuite. Jérôme Momcilovic. Du coup, je pense qu'il faut dire un mot des deux acteurs, parce que Dupieux lui-même explique Oui. qu'il a fait le film pour eux. Et je pense que c'est vraiment un de ses talents aussi, c'est-à-dire c'est un talent de casting, mais aussi de repérer des choses qui ont peut-être le reste du temps un peu de mal à éclore chez certains acteurs. Par exemple, il avait quand même un peu sauvé Eric et Ramsey de l'espèce de tambouille télévisuelle à laquelle ils étaient condamnés à l'époque. Et là, il y a un peu ça aussi. Moi, j'avais un mauvais a priori sur ces deux acteurs, là, le palmarès chaud, parce que sur le fond, leur sketch, il y a un truc un peu... En général, un peu rance, très franchouillard, de satire sociale, mais un peu réac. Enfin, bon, ça m'a jamais beaucoup intéressé. En revanche, il y a un truc qui est frappant dans leur sketch, là, c'est que il y a une vraie capacité d'invention de personnages, systématiquement, qui passe par des tout petits détails, mais toujours des choses très, très inventives. Et je pense qu'il avait repéré ça chez eux, et c'est une des choses qui fait que le film tient vraiment debout. C'est-à-dire, on pourrait avoir l'impression que parce qu'ils jouent de parfaits crétins... en fait, ils jouent sur la même ligne pendant tout le film, mais mine de rien, et je trouve surtout du côté de Grégoire Ludic, qui pour moi est le plus inventif des deux, il y a plein de petites, de tout petits détails gestuels dans la voix qui font encore une fois que ces personnages vont de soi et ils existent. Et c'est là aussi où peut-être moi je suis d'accord sur la différence entre la bêtise et l'idiotie, c'est que en général, l'idiotie au cinéma, elle va toujours avec une espèce de morale. Il y a un développement, il y a une idée, il faut qu'elle soit l'héroïsme de quelque chose, cette idiotie. Et là, à mesure que le film avance, on comprend que finalement que c'est pas le cas. C'est-à-dire, d'ailleurs, ils le disent, on est revenu à la case départ. Ils le disent eux-mêmes dans une espèce de Exactement. commentaire méta-narratif. Et ça, c'est très Bouvard et Pécuchet. Oui, et puis il y a vraiment un truc sur l'inertie, quoi. C'est-à-dire, enfin, le film lui-même, finalement, se développe à peine. Simplement, comme je disais tout à l'heure, il est vraiment ouvert aux quatre vents, mais sans véritable enjeu, en définitive. Charlotte Garçon, un dernier mot. Oui, alors quand on dit sans véritable enjeu, ça laisse un froid. Il y a un vertige de cette platitude ou de cette boucle du retour à la case départ, quand même. Oui, et puis de l'absurde. Enfin, l'absurde est toujours assez vertigineux, dans le fond. Jérôme Momcilovic, dernier mot. Non, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait à l'instant, mais je pense qu'il y a et c'est peut-être quelque chose de nouveau chez lui, c'est qu'en mettant un peu le frein sur la dimension anxieuse de son cinéma, il s'ouvre à quelque chose qui est de l'ordre de la camaraderie et de l'amitié que je trouve très beau dans le film. C'est vraiment un beau couple d'amis, c'est un beau couple de personnages amis. Allez voir Mandibule qui est sorti en salle, donc Mandibule de Quentin Dupieux. France Culture, la critique, Lucille Como. ADN de Maïwenn fait partie de ces films sortis quelques jours seulement avant le confinement et qui ressortent sur les grands écrans, heureusement pour eux. La réalisatrice de Police et de Monroi interprète aussi le personnage principal de ce film, qui commence comme un film choral autour du collectif mouvant, sensible et explosif d'une famille autour d'un grand-père mourant. Dans cette communauté, les racines algériennes fonctionnent comme le lieu des affinités et des déchirures. L'héroïne, qui s'appelle Neige, les revendique et les chérit au point de porter des lentilles marron sur ses yeux bleus. Et après la mort de son grand-père, devient obsédée par cette terre d'origine. À mes enfants, Papy avec ses deux filles. à mes petits-enfants Papy. et à mes arrière-petits-enfants On est vraiment désolés. qui poursuivent le chemin tracé. C'est ton grand-père qui faisait qu'on était une famille. L'incinération, ça sera dans 5 jours. Je serai pas là, j'ai un avion demain pour la Grèce. C'est une blague? C'est lui qui faisait que, avec tout ce qui nous séparait, on était quand même une famille. Vous voulez un cercueil en chêne? 100 €, il est en carton. Oh non, non, c'est pas un déménagement. C'est pour Oh le non, brûler. non. C'était comment l'enterrement de ton grand-père? Une émotion indescriptible. Oh, tu te fous de ma gueule. Non. Je t'assure, ça donnait vraiment envie de mourir. Ma
mère, elle a 50% algérienne. Donc moi, la moitié de 50, c'est 25. Tu voudrais bien me donner ta salive pour un test ADN complet? Ah. En un mot, sans rire, tu peux être fier de moi, Émir. C'est ton sang qui coule dans mes veines. Tu fais partie de mon ADN. Retour de Maïwenn, remarquons Fanny Ardant en mère problématique, Louis Garrel en compagnon compréhensif, Dylan Robert en neveu ultra sensible ou encore Alain Françon en père indigne. ADN de Maïwenn, Jérôme Momcilovic, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film ? Moi, ça m'a fait un peu l'effet inverse finalement de Dupieux, en tout cas de ce que je disais tout à l'heure de mon rapport à Dupieux, c'est que Maïwenn m'a toujours plutôt intéressé avec les gros défauts de son cinéma, avec ses maladresses parfois extrêmes, voilà. Et je trouvais qu'avec le précédent, Mon Roi, elle avait enfin vraiment touché quelque chose. C'est un film que j'aime beaucoup. Et là, malheureusement, je trouve qu'il y a quand même une sensible régression, quoi. Et qui tient probablement au fait qu'il y a un peu deux courants contraires qui travaillent chez elle, qui travaillent l'un contre l'autre. C'est-à-dire à la fois, il y a quelque chose d'instinctif et qui fait qu'en général, c'est plutôt une bonne directrice d'acteur quand elle est vraiment au cœur de ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire les scènes de conflit, les scènes de désordre, le côté émulation un peu violente comme ça d'un groupe de personnages. Et en même temps, on a toujours ce sentiment qu'elle n'en finit pas de faire un premier film, Maïwenn, au sens où elle voudrait faire ses preuves, donner un gage du fait qu'elle est capable de faire un film d'auteur. Il y a quelque chose d'ailleurs qu'elle a mis en scène elle-même, parfois sous forme de gag. Je me souviens d'elle lisant les cahiers du cinéma avec une application d'écolière un petit peu, ça devait être dans le bal des actrices. Et du coup, ce qui est un peu, ce qui peut être même carrément embarrassant, et je trouve que c'est le cas par moment dans ce film-là, c'est une volonté. En fait, quand elle veut traiter des sujets, quand elle a l'impression qu'il y a un sujet, c'est là où je trouve que son cinéma se ramasse un petit peu. Donc, il reste dans celui-là. Moi, il y a des choses qui me touchent assez dans la première partie, notamment tout ce qu'elle fait du rapport entre le vieux et le plus jeune de la fratrie. Alors c'est un peu maladroit, c'est un peu voilà, mais je trouve qu'il y a un beau regard. On sent qu'elle a un vrai plaisir à les filmer, à les montrer. Bon. Et après, à mesure qu'elle veut resserrer un petit peu tout ça en traitant un sujet un petit peu comme elle ferait une dissertation, je trouve que malheureusement, voilà, là, elle revient vraiment en arrière par rapport à son précédent film. Charlotte Garçon. Oui, ce qui est toujours appréciable, effectivement, c'est une espèce de gourmandise par rapport non seulement aux acteurs, et c'est vrai qu'on retrouve Dylan Robert qu'on avait découvert dans Scheherazade de Jean-Bernard Marlin. Un jeune acteur marseillais d'origine, oui, qu'on n'a pas vraiment revu depuis. En fait, et qu'on a envie de revoir, oui. Mais qui disparaît quand même assez vite du film. Mais on sent cette espèce d'attirance-là vers non seulement les acteurs, mais la famille comme théâtre. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle peut toujours s'appuyer sur des rapports de famille sont suffisamment toujours hystériques et que c'est bon ça c'est bon, ça il y a du théâtre dedans et donc voilà. Et d'où Fanny Ardant qui est une actrice assez marquée par une forme de théâtralité dont on voit qu'elle fait son miel. Louis Garrel également, parce que Louis Garrel m'a toujours frappé comme étant un acteur, alors lui-même qui vient d'une famille bien sûr d'acteurs, mais qui lui veut toujours aussi trouver à manger partout. C'est-à-dire que peu importe le film bon ou mauvais qu'il fait, on a plaisir à voir quelqu'un avoir du plaisir à travailler. Donc voilà, donc ça, de ce côté-là, il y a quelque chose qui est vivant dans le film et qui est organique de ce point de vue-là, qui est toujours plaisant, mais effectivement, pour moi, c'est l'histoire d'un film qui dit comment on mange ses morts, quoi. Comment j'ai mangé mon grand-père. Et ce programme-là, ce processus d'incorporation du grand-père adoré, et en parallèle du père, qui est le contraire, c'est-à-dire que autant le grand-père est un Algérien immigré communiste, et le père est d'abord éloigné, c'est pas quelqu'un qui a été proche dans la vie du personnage, il est d'extrême droite, il est xénophobe, il est distant, etc. Donc on a ces figures-là, et donc comment j'ai mangé les deux, comment je m'incorpore ces hommes pour finalement réaliser en acte un fantasme identitaire. Et là, je trouve ça quand même d'un malaise idéologique assez fou, en fait, d'une folie qui moi, Mais qui est assez désarmante. On va pas dévoiler tout le film. La scène finale est absolument hallucinante de ce point de vue. De gêne, vraiment, de ce que ça peut produire comme gêne, je pense, chez le spectateur. Oui, c'est-à-dire d'obscénité, on peut dire d'érotisation de ce fantasme identitaire. Et aussi d'obscénité
de prendre un bain politique, parce qu'il y aurait ça, puisque le grand-père, c'était quelqu'un de très politisé, de très... donc, bon, effectivement, tout ce processus-là de se dire, finalement, on quitte la famille comme milieu hystérisé, névrotique, voilà, c'est irrécupérable d'une certaine façon. Ça n'est intéressant que parce que c'est un théâtre, mais comment s'en arracher? Eh bien, la réponse qui nous est donnée la bouche en cœur, c'est quand même le biologique. C'est le fantasme du corps. C'est-à-dire qu'on reste dans quelque chose de corporel, mais cette fois-ci, on rabat ça sur la littéralité du biologique. Et donc, je trouve ça absolument sidérant idéologiquement. Moi, je vois une sorte de double mouvement qui se contredit tout à fait, qui serait d'une part la manière de filmer en effet le collectif, l'hystérie de ce que ça produit le collectif, souvent dans des lieux clos en plus et très petits. Donc par exemple ce couloir de la chambre de l'EHPAD où est hospitalisé le grand-père, puis la grande scène que je trouve assez réussie de l'enterrement du grand-père, qui est vraiment une sorte d'exercice de style, d'hystérisation totale par la famille. Et puis d'autres scènes qui sont filmées d'une manière complètement différente, au point qu'on n'a vraiment plus l'impression de voir le même film. Par exemple, une scène de vélo avec Louis Garrel et Maïwenn sur le porte-bagages dans une sorte de Paris complètement publicitaire. Enfin, on dirait vraiment une publicité pour le parfum. Et j'ai l'impression que là se loge peut-être un peu la gêne de l'autofiction, d'assumer vraiment, de se filmer soi, de filmer ses obsessions, alors même que quand il s'agit de filmer les autres, avec soi évidemment, puisqu'elle est partout, ça se passe mieux d'un point de vue cinématographique. Jérôme Momcilovic. Je suis tout à fait d'accord, et là aussi ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur cette espèce de hiatus entre le désordre et l'ordre, c'est-à-dire que son élan naturel la porte au cinéma vers quelque chose qui est de l'ordre du désordre, et en même temps on sent qu'elle ne peut pas s'empêcher de ranger son bazar, quoi. Et si bien que quand elle sort des scènes de groupe, de tension comme ça, on sent qu'elle ne sait pas mettre en scène autrement qu'avec une espèce d'espéranto. C'est vraiment la mise en scène de base aujourd'hui qu'on peut trouver sur Netflix, qu'on peut trouver dans des films d'à peu près tous les pays, c'est-à-dire une espèce de surdécoupage de la musique dès qu'il faut souligner une émotion. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu vertigineux parce que soudain, on est quand même confronté à un vide d'intention totale. Et c'est là où je serais peut-être... À la fois, je suis d'accord avec ce que disait Charlotte et je serais peut-être un peu moins dur sur la dimension idéologique parce que je pense qu'il y a une vraie inconscience là-dedans. C'est-à-dire une vraie volonté de bien faire et qui fait qu'au fond, elle se rend pas compte que la lecture de Charlotte est juste. Après, je pense pas qu'il était question avec le film de dire quelque chose. Vraiment, elle est sur son sujet éternel. Son sujet, c'est la place. Comment est-ce que je trouve ma place? Comment est-ce que... qui a l'autorité dans un groupe? Qui a l'autorité dans un couple? Bon. Et on voit bien qu'elle est très désarmée quand elle arrive à la fin du film. C'est-à-dire elle se raccroche à une série de poncifs, à la fois de poncifs de mise en scène et de poncifs thématiques, justement, sur l'ADN, sur tout ça. Et le film donne vraiment le sentiment d'être coupé en deux, effectivement. Ouais. Enfin, elle met les pieds quand même si elle s'en rend pas compte, ce dont je doute, dans une mémoire qui, de toute façon, y compris une mémoire cinématographique française et une mémoire psychologique collective, est celle de l'Algérie. Donc, je peux pas croire qu'on ne complexifie pas un peu les choses à cet endroit-là, Charlotte Garçon. Oui, c'est une pente glissante. Et oui, elle le sait, ça, c'est pas possible. Elle s'y vautre. Mais en tout cas, je suis d'accord dans le sens où sa place, elle la trouverait sans doute mieux si elle poussait l'autofiction plus loin. Moi, je pense à Larry David, mon dieu comique de Curb Your Enthusiasm, Larry et son nombril. C'est-à-dire, il y a des pointes comme ça où on a l'impression que, quitte à être au centre, parce que c'est un film très égocentré, quitte à être tout le temps au centre de son film, parfois, elle s'auto-critique. Il y a une forme d'autodérision qui est assez drôle. Mais le plus souvent, non, sa place, c'est une place de spectatrice à l'intérieur des scènes, puisqu'on l'entend même dans la bande-annonce, par 2 fois, elle rit. On l'entend rire de blagues des personnages, de ce que disent les personnages. Et donc, c'est presque une erreur, enfin, du point de vue de la place. Il me semble qu'elle trouverait quelque chose si elle poussait l'autofiction sans se ménager elle-même. C'est-à-dire qu'en allant très très loin sur une forme de critique qui s'écrirait, ce personnage se trouverait. Et l'autofiction, ça sert quand même à sortir de soi, j'imagine, pour celui qui l'écrit et qui le joue. Et elle oublie ça. Ça sert pas à s'exposer, s'exhiber, se trouver, justement. Ça sert au contraire à se perdre. Pour autant, de ce point de vue, les personnages qu'elle construit, au-delà du fait qu'ils sont interprétés par de très bons acteurs, enfin, ça joue aussi évidemment, sont assez construits. C'est-à-dire que par exemple, ce père dont vous parliez, qui est politiquement très ambigu, parce que vous dites il est d'extrême droite, il est xénophobe, c'est pas évident, on l'apprend un peu au fur et à mesure, on sent
justement le type qui hérite d'une histoire de la gauche ancienne et qui n'a pas bien digéré tout ça, et qui est dans une forme de distance, de cynisme, et en même temps, ce père-là, il est extrêmement bien construit. Il y a peu de scènes avec lui, interprétées par Alain Françon, qui est d'ailleurs excellent, enfin, je trouve vraiment comme acteur, et elles sont assez justes. Il y a quelque chose de la justesse psychosociale de tous ces personnages. Donc, ça, c'est quand même assez fort, Jérôme Momcilovic. Ouais, et en même temps, on sent que tout ça est quand même bordé par, encore une fois, par une espèce d'envie de bien faire. Sur le père, il y a une scène à un moment où justement, il y a on a vraiment le sentiment que le récit dérape complètement. C'est-à-dire que je peux pas vraiment révéler ce qui se passe, mais il y a soudain une espèce de grande violence comme ça qui surgit avec le père. Et immédiatement, en fait, elle nous explique que c'est un pur fantasme, que c'est un rêve. Enfin, on sent que le film veut pas vraiment y aller, quoi. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce que disait Charlotte sur ce qu'elle devrait faire en définitive, au fond, c'est ce qu'elle a fait avec ses premiers films, qui étaient très maladroits, mais où il y avait quelque chose d'un peu plus sauvage, et pour le coup, peut-être elle se regardait de manière un peu plus intéressante en train de faire de l'autofiction. Et c'est vrai qu'elle garde... Il y a une scène là dans le film où elle parle du naturel, où elle reproche à sa mère, donc le personnage de Fanny Ardant, de ne pas être naturelle au moment où elle la prend en photo. Dans Police, elle se donnait le rôle d'une photographe. Enfin, on sent qu'elle réfléchit à ça quand même, vraiment. Alors elle le fait d'une manière qui ne lui permet pas d'aller très très loin sur le sujet, mais on sent que sa question de la place, qu'elle a fait un enjeu narratif typiquement dans ce film-là, c'est aussi toujours la question de sa place de cinéaste, quoi. Donc moi j'aime bien l'idée qu'elle se pose cette question-là. Après, effectivement, elle, pour l'instant, elle n'en tire pas grand-chose, mais je trouve ça plutôt intéressant. Oui, c'est de la même manière, le rôle de Louis Garrel est assez étrange parce que c'est un personnage qui est tout le temps dans la distance. On l'entendait dans la bande-annonce, qui l'a fait rire en sortant des énormités, toujours très dans le retrait, dans la position de dialogue qu'il adopte, et qui amène aussi avec lui tout un cinéma plutôt antinaturaliste, donc anti-hystérique. Et il joue presque contre le film, il joue presque contre elle de ce point de vue. Je trouve les scènes entre eux deux sont presque gênantes d'un point de vue de la cohérence du film, Charlotte Garçon. Oui, mais c'est ce que je disais sur le fait qu'elle écrit un dialogue pour lui et elle se filme riant à ce dialogue. Oui, exactement. Il y a quelque chose c'est très là. bizarre, c'est très étonnant, je trouve. Ça arrive peu, ce genre de moment pour un spectateur de cinéma. Oui, on est toujours en même temps, nous, à se dire que c'est ce genre d'aspérité qui finit par faire malgré tout la singularité du film, parce que ça troue son programme idéologique, qui en est quand même un, parce qu'il est vraiment tellement cousu de fil blanc que pour aboutir à un objet qui est un emblème. Un dernier mot, Jérôme Momcilovic ? Peut-être sur le Garrel, justement, moi, ce qui me frappe, c'est qu'elle en fait exactement la même utilisation que dans le précédent, que dans Mon Roi. Et ce qui fait qu'on a du mal à le raccorder au reste de la fiction, c'est qu'on sent que c'est vraiment une cheville ouvrière pour elle, pour ramener un naturel qui soit différent du naturel que d'habitude elle ne sait chercher que dans les moments de tension, justement. Et on sent que lui, il est là aussi, malgré ce que vous disiez, c'est vrai qu'il est pas, il est en général, il nous emmène un peu loin du naturalisme, le Garrel, mais en revanche, elle en fait une utilisation qui est totalement de ce côté-là. Peut-être pas du naturalisme, mais du côté du naturel, en tout cas. C'est-à-dire, c'est ça, c'est un peu le pendant, la trouée de naturel comique, en fait, qu'elle n'arrive pas à trouver à côté, parce que tout est, encore une fois, chargé quand même de tout le petit baluchon de névrose familiale, et c'est là en principe qu'elle trouve le naturel. Donc je pense qu'elle s'en sert, et c'est encore plus violent dans Mon Roi, elle s'en sert vraiment comme une sorte d'outil de jeu, et au passage elle oublie d'en faire un personnage, oui. ADN de Maïwenn est en salle, c'est un objet intéressant en tout cas. Merci beaucoup Charlotte Garçon, merci Jérôme Momcilovic. Après le journal, 2 expos à notre programme, une à Beaubourg et puis la collection Pinault dans la flambant neuve Bourse du Commerce.